Le sprinkler techno. All right. T'as-tu envie de te présenter un petit peu, mon beau Mathieu, pour lancer ça en bonne et due forme? Ben oui. Nous, on te Attends, connaît, tu te mais couperas, mais c'est quoi? Mais là, je parle pas où est-ce que je travaille, c'est ça? ouais, non, non, tu peux juste dire qu'est-ce que tu fais comme métier, qu'est-ce que tu as envie, c'est quoi qui te passionne, c'est pourquoi tu avais envie de jaser avec nous, peu importe, fais ça à C'est la bonne bon. franquette. OK. Ben salut, je m'appelle Mathieu Urtubise, puis salut les gars. Ben, je suis en informatique depuis quand même assez longtemps, une quinzaine d'années, on va dire. Puis j'ai toujours été un sysadmin middleware. Puis en fait, un sysadmin middleware, ben, généralement, ben, que ça fait, ça suit des procédures, puis ça implémente ces procédures-là sur différents serveurs. Ça suit des recettes écrites pour mettre en production. Puis, ben, moi, ce qui me passionne beaucoup là, dans ça, là, dans la partie middleware, ben, c'est de l'automatiser. Je pense un peu plus de faire différemment, d'améliorer, puis c'est un petit peu ça. Là. Cool. Fait que Moi, middleware, tu entends des affaires comme JBoss, des serveurs d'application qu'on. Exact. Fait que moi, j'explique souvent quand le monde me demande qu'est-ce que tu fais, les amis de mes fils ou des trucs comme ça, qu'est-ce que tu fais, puis si je leur dis middleware, ils ne vont pas comprendre qu'est-ce que je fais. Fait que je leur dis, ben, tu vois ce site web-là, là? Ouais, ben, c'est pas ça que je fais. Mais tu vois que ce site web-là, il roule sur un ordinateur. Ouais. Entre les deux, là, ce que tu vois dans les films que les gens sont en train de taper des trucs ou choses genre, moi, je suis dans cette couche-là ici. avec des effets spéciaux puis tout, là. Avec des effets spéciaux. Puis, fait que c'est ça. Fait que la partie middleware, ben, c'est ton serveur. Moi, c'est surtout côté Java que je suis spécialisé parce que tu peux aussi avoir du côté Windows, donc avec IIS qui serait le middleware dans ce cas-là. Un middleware, c'est ça. Donc, middleware Java. Middleware, ça peut être aussi de la base de données, là, mais ça, c'est moins mon carré de ça. Fait que c'est ça. Fait que tout ce qui est les gros serveurs J2E, là, genre WebLogic, WebSphere Application Server WAS, mais aussi ce qui est un peu plus léger comme Tomcat, JBoss. Donc, Fait que si on veut y aller avec la saveur des dernières années, tu es plus du côté Ops que Dev, right? moi, je suis plus du côté Ops, mais j'aime ça. Moi, j'ai fait des stages, on va dire, à l'intérieur de mon institut, qui était plus du côté du dev. Fait que moi, j'aime ça dire que je comprends bien les besoins du dev. Fait que j'essaie d'être plus proche d'eux autres. Je veux les aider à livrer de la qualité plus rapidement. Puis comment tu fais ça? Ben, ça passe par livrer des environnements, soit des développements en production, plus rapidement, plus facilement. Non, moi, j'avais juste un petit disclaimer à faire. Moi puis Mathieu, ça fait. Mathieu, il veut se rajeunir, je pense. Ça fait plus que 15 ans qu'on se connaît. On a étudié ensemble, puis moi, ça fait plus que 15 ans que j'ai gradué. Fait que clairement, ça fait plus que 15 ans, toi aussi, tu as gradué. Donc, on est des bons vieux chums d'université. Fait que ça, on a l'air un peu familier, ben, c'est clairement pour ça. Puis tu vois, les 15 premières années, moi, c'était justement en développement. Mathieu, il était, lui, du côté plus middleware, opération et tout. Puis on vivait chacun de notre bord de ce mur-là. Tu sais, avant qu'on commence à parler de DevOps, puis de l'intersection, il faut qu'il y ait entre les deux. Du temps où on packageait une application, on envoyait ça à l'autre bord, puis on ne disait pas qu'on avait besoin d'ouvrir des ports dans le coupe-feu, qu'on avait besoin d'avoir des data sources, qu'on avait besoin de ci, qu'on avait besoin de ça. Mathieu, lui, il recevait l'application de son bord, puis il vivait un calvaire avec ça. Donc, Et vice-versa, right? Les développeurs savaient envoyer des affaires à l'autre bord qui pensaient qu'ils étaient corrects. Ça se tournait un code d'erreur, puis ça revenait sans que les gens du côté Ops puissent vraiment opérer dessus parce qu'ils ne comprennent pas exactement ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est. Oui, puis on les aide pas, on les aidait pas toujours, je te dirais, hein, parce que nous, notre job, c'était beaucoup de livrer le middleware. Après ça, mais comment je fais, moi, pour je veux redéployer, je veux reconfigurer telle affaire. Ah, c'est simple, attends un petit peu, je vais t'envoyer la commande, mais c'est pas toujours exactement cette commande-là, il faut que tu prennes. Fait que c'était très, très compliqué.
Nous, on le savait quand on arrivait aux gens disaient, y a-tu une doc là-dessus? Ah non, non, mais c'est facile, je vais te montrer comment faire. Écoute, c'est pas. Il y avait d'autres choses à faire. Fait que oui, on ne s'aidait pas. Puis, c'est de comprendre finalement qu'est-ce qu'il veut faire un développeur. Ben, il veut pouvoir développer sa fonctionnalité, la tester, donc la déployer, puis la promouvoir en production. On va dire que c'est ça quand c'est dev. Le Ops, c'est sûr que c'est mettre son infra en place. Puis après ça, ben, le DevOps, c'est comment est-ce que je suis capable de. Que ce soit stable, que ce soit sécuritaire et tout et tout. Ils n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs. Pourtant, le méta-objectif, c'est le même. On veut que ça roule en prod et que le client soit content. Et puis c'est un peu vers là que je voudrais aller, là, juste avant qu'on sorte dans le vif du sujet avec le Haskell. Là. Le DevOps, j'imagine que tu as vu ça se mettre en place, cette installation-là, où est-ce que tranquillement, pas vite, on réalise, même si on ne sait pas que ça s'appelle DevOps, j'imagine à l'époque qu'il faudrait qu'on collabore un petit peu plus. Moi, je me rappelle, tu allais cogner aux portes et tu disais, hey, ça serait le fun que vous nous demandiez des environnements, pas à minuit moins 5, là, quand vous en avez besoin, tout ça. Donc, ça fait longtemps que tu mènes ce combat-là. Là. C'est vrai, mais avant d'arriver là, il y a du monde que ça fait plus longtemps que nous autres qui sont en informatique qui ont connu le DevOps avant que ça ouais. Ça s'appelait c'est cyclique, on n'arrête pas de le dire, c'est cyclique l'informatique. Tu avais le sysadmin qui était assis à côté du gars de BD, qui était assis avec le développeur, puis le développeur il disait hey, j'aurais besoin de telle affaire, puis ils étaient tous dans la même équipe, ces gens-là. Là, après ça, on a voulu regrouper les corps de métier au sein de la grande entreprise. Fait qu'on a dit, tout ce beau monde-là, on va tous vous mettre ensemble. C'est la fin du premier DevOps, on va dire. Parce que là, tu es rendu en silo. Ouais. Justement, j'ai besoin d'un environnement, il faut que je livre en fin de semaine. OK, j'ai un backlog, pas un backlog au terme Jira, mais j'ai du travail pour un mois encore, que je ne peux pas te rentrer ça. Il va falloir que je te monte un environnement, puis je suive une procédure, puis ça va me prendre, je ne sais pas, une semaine pour te monter ça. C'est ça la réalité. Fait que, c'est clair que ça a évolué, puis là, ben, ça revient à c'est quoi le DevOps. Comme qu'on le voit, c'est un peu. Là, ça se raffine un peu plus, mais c'était ce que les gens voulaient finalement. Moi, je trouve le DevOps, c'est ce qu'ils voulaient bien entendre là, dans ça. C'est est-ce que je peux m'occuper de tout? Mais quand tu commences à t'occuper de tout après ça, puis là, tu commences à te faire réveiller la nuit, mais ça ne me tente pas par contre de m'occuper de ça. C'est ça. Mais tu sais, c'est vrai qu'on l'entend, ça. Quand on commence à essayer de faire des transformations DevOps, on va dans des équipes de dev, on leur dit vous ne serez jamais des Ops, mais il y a une intersection entre nos deux mondes, puis il va falloir que vous soyez un petit peu plus habile à gérer ça, à parler le même langage, puis à être capable de collaborer. Puis ça se peut que ça ne soit pas pire que vous soyez un peu responsable du cycle de vie de votre produit, parce que les autres, ils sont responsables du cycle de vie de leur solution aussi. Tantôt, tu vas parler probablement de pipeline puis de tout ce que vous faites de votre côté. Donc, c'est un peu normal que tu supportes ce que tu génères puis ce que tu envoies dans le monde. T'sais. Puis la grosse plus-value de souffrir un petit peu le manque de qualité que tu pousses en production, c'est que la prochaine fois, tu n'auras pas envie de te faire réveiller à 3 heures du matin parce que c'est toi qui se lève, c'est pas quelqu'un d'autre. Ça a l'air que ça, c'est presque un automatisme. Quand ils décident de donner passer à pagette des Ops au dev, là, le switch au niveau de la qualité, elle se fait assez rapidement en règle générale. Oui, puis je te dirais quelque chose. Fait que là, tu sais, DevOps, OK, c'est tout le monde dans la même équipe. Okay? Fait que les développeurs, c'est correct, il y en a quand même pas mal. Les QA, on va dire, il y en a quand même pas mal. Les Ops, ça, c'est un petit peu plus rare. Hein? Fait que là, de dire que dans chacune des escouades, j'ai un Ops qui est juste dédié à ça. Puis mon produit, c'est un produit de vente de voyage, admettons. C'est correct, là. Mais le Ops, là, quand tu ne mets pas, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a amélioré toute ta mise en production, il a amélioré un paquet d'affaires, il se trouve des moments où est-ce qu'il va se tourner les pouces. Cette escouade-là est chanceuse, elle a son Ops, il va se tourner les pouces. Mais il y en a, comme je disais, il n'y en a pas assez. Quand on regarde à Montréal, il n'y en a pas assez de Ops. Oui, mais je pense que ça, c'est un modèle qui fonctionne avec des petites compagnies. Oui. Mais quand tu es dans un grand institut comme où est-ce que tu es, c'est pas le modèle que tu vas avoir. Donc, tu veux avoir des Ops qui font
leur travail de leur côté à créer des YAS, des passes, à monter de l'automatisation de toutes sortes pour créer des trucs as a service, tu sais, un peu comme de l'eau courante ou l'électricité. Tu sais. Moi, si tu me dis, ben, Pascal, je vais te montrer un peu à te débrouiller avec notre info nuagique, tu cliques ici, ça va te créer un pod. Voici comment tu configures tes affaires, tu peux déployer comme ça. Mais après ça, c'est toi qui opères ça. Merci, bonsoir. Donc, il y a un aspect coaching aussi qui vient là-dedans. Mais je ne m'attends pas à ce qu'un dev soit capable d'aller monter un YAS. Je m'attends à ce que mes gens d'opération ou d'info nuagique, si on veut ségréguer ça de façon granulaire ou pas, de l'autre côté, soient en mesure de le faire par contre, puis d'offrir ces services-là, puis l'utilisation de ce service-là, la consommation de ce service-là, là, ça revient du côté des devs par contre. Donc, c'est là où je la vois, mon intersection entre les deux. Là. Et je trouve une belle offre de service, justement, côté Ops, c'est d'offrir un pipeline qui est plug and play, on va dire, avec ton cycle de développement. C'est-à-dire que tu plugues tes différents SonarQube, tes différents dépôts Git, etc. Tu plugues ça là-dedans. Puis, tout est là. Quand tu l'as, tu as l'alertage, tu as le monitoring, tu as la sécurité qui sont déjà tout là, tu as le tuning, tu as le processus de mise à niveau puis de patchage qui est super important. Aujourd'hui, la sécurité, on regarde dans les nouvelles, là, puis combien il y en a qui se font ransomware. Wow, ça se configure, ça? Ça se configure. Ça se conjugue plutôt. Les vecteurs d'attaque, c'est souvent des produits qui ne sont pas à jour. Fait que, ouais. Si tu dis au dev, check tes affaires, va voir sur tes sites, regarde quand c'est plus à jour, puis mets ça à jour. Ben, à un moment donné, ils vont choisir entre livrer des fonctionnalités d'affaires, ça, c'est pourquoi ils sont engagés, puis aller éplucher les sites pour voir. Fait que si tu leur donnes de quoi qui est déjà plug and play, qui ont juste à brancher leur développement dedans, mais qui est déjà pensé pour être opérationnalisé, je pense que ça, c'est un gros plus. Donc, et avoir ces checks-là automatisés, parce que ça existe, il y a des solutions qui sont capables de faire ça automatiquement pour toi. Ah oui, non, on a parlé d'ailleurs dans notre avant-dernier enregistrement avec Darlene de façon assez exhaustive. Là. Elle, c'est son cheval de bataille. Là. Le côté sec, sécurité dans le DevOps, là, DevSecOps, on avait un bon entretien là-dessus. C'était vraiment, vraiment cool. Vraiment cool. Yep. C'est un art, ça. Là. Je ne sais pas c'est quoi qu'elle faisait, mais des pen testers ou des. Nous, on a la chance dans l'équipe d'avoir des gars qui trippent là, à l'extérieur du travail ou même dans nos solutions d'essayer d'escalader des droits dans les solutions qu'on met en place. C'est un peu le même problème que tu dis. Tu as de la misère à avoir des ops. Elle a de la misère à avoir des gens qui sont spécialisés en sécurité là-dedans parce qu'il y en a encore moins. Fait qu'elle cherche des solutions. Puis il n'y a pas de solution qui sort dans une boîte qui est qu'est-ce qu'on fait, mais elle dit les solutions qu'on a, on les assoit un peu avec les équipes, on les sensibilise, puis on met des outils automatisés qui font de l'analyse de code, qui font de l'analyse de dépendance, toutes ces affaires-là. Elle essaye d'automatiser ça le plus possible. C'est tout le temps, on ramène ça plus proche des devs pour que qu'on le sache plus tôt quand il y a un problème en sécurité. Puis là, on parle des problèmes de sécurité que je vais dire banal, là, pas des affaires organisationnelles ou quoi que ce soit. C'est le gars, il n'a pas la dernière version du code, le gars, il n'a pas ces affaires-là. C'est toutes des affaires qui s'automatisent très, 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 très bien. Ça. Le gars, il fait du string concatenation pour faire ses queries SQL. De l'injection. Je pense que le truc, là, c'est de rendre ça ludique. À quelque part, c'est comme un peu, pour moi, ça peut être triché de connaître le système, mais quand même de montrer que tu es capable, regarde, avec ce qu'on a livré, j'ai été capable d'escalader ça, d'avoir certains droits, des trucs comme ça, puis tu dis, OK, super, je te donne un goodies parce que tu as réussi à faire ça. C'est d'encourager ça. Là. Mais ça, tu vois, les grandes compagnies le font, puis même à l'extérieur de la compagnie. Je pense que ça s'appelle des bug bounty ou quelque chose comme ça. Puis ils donnent des récompenses en argent. Là. Puis il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, là, des experts en sécurité, là, qui, eux autres, ils trouvent une brèche dans quelque chose, puis ils s'essayent sur tous les gros noms pour aller collecter tous ces trucs-là. Là. Je t'ai envoyé le bug oui, je de sais. dépendance. Je voulais te laisser en parler pour ne pas te voler. C'est toi qui m'as informé de cette affaire-là.
Ben, les bugs de dépendance, le gars, il a fait des centaines de milliers de dollars en bug bounties qui a été cherché chez Apple, qui a été cherché chez... Tu veux donner un petit peu de contexte juste pour le fun? Oui, ben, en fait, juste pour en parler vite, il s'est rendu compte qu'il y avait des dépendances de gens chez Apple qui sortaient dans des repos Python. Mais les dépendances ne sortaient pas, ils sortaient comme dépendance à d'autres projets. Fait que là, il s'est dit, hey, ces projets-là, ils n'existent pas. Fait que ce que je vais faire, je vais créer ces projets-là dans Python. Fait que quand le développeur va en dehors de sa machine, en dehors de chez Apple, qui ne tombe pas sur le repo d'Apple, il va tomber sur le repo public, il va tomber sur mon affaire. Et là, ce que je vais faire, c'est au moment où la dépendance est créée, parce que tu peux compiler une dépendance, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer des messages au DNS. J'ai un DNS pirate, là, puis je vais exfiltrer l'information pour dire « Hey, il y a quelqu'un chez Apple qui a roulé mon code. Hey, il y a quelqu'un chez PayPal qui a roulé mon code. » Puis il s'est ramassé avec plein de bug bounties parce qu'il disait « Bien, ça, c'est des vrais problèmes de sécurité que les développeurs, ils ne pensent pas parce qu'ils se disent « Ah, mais je connais cette dépendance-là. » Mais non, il y en a forgé une ailleurs qui est rentrée. Puis dans le fond, c'est vraiment la dualité entre les repos privés et publics, grosso modo. Là. Un des gars de l'équipe, il me l'a envoyé ça dernièrement. Il disait hey, on a tout ça, on regarde tout ça. Parce qu'on en fait du Python, puis il y a quelqu'un qui me l'a envoyé il y a ça fait pas longtemps, hein, ça? Non, ça fait 3 semaines peut-être. Ouais, c'est ça. Ça, j'allais dire 2-3 semaines, il y a quelqu'un qui me l'a envoyé. Il disait hey, on est à l'abri de ça? Ben, je dis ben, les gars, regardons ça, faisons un récit là, qui va nous apprendre quelque chose là, que tu vas être capable de dire, ben peut-être. Si vous avez des repos privés, c'est certain que. Mais je trouve ça intéressant. Je trouve que cette idée-là du bounty, c'est intéressant. Puis je pense que les compagnies, ici, on ne fait pas ça, mais on a. Donne du temps libre à tes gens au lieu de les occuper à 100%, leurs 40 heures, peu importe. Moi, j'aime bien ça. Moi, je sais que les gars, des fois, sont sur des calls, puis c'est comme des sacred hours, là, puis là, j'embarque, j'ai du temps libre, des fois, je vais voir, puis là, ils rient parce qu'ils sont en train d'escalader les droits sur un serveur qu'on a. Puis là, ils rient de ça, puis c'est correct, les gars, mais après ça, ils vont ouvrir des fiches pour rapporter ça, ce problème-là. Ben oui. Mais tu sais, je dis, si j'arrivais et me dis, les gars, les récits, le sprint, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, je pourrais le faire, mais tu sais, je leur casserais leur fun qu'ils ont là. Puis je pense aussi le goût de. Inconsciemment, quand ils font des solutions, ben, ils pensent est-ce que je peux m'attaquer après ça? Ou on n'arrête pas d'y penser quand on dit OK, on met en place un middleware. Il y a toujours des applications par défaut qui viennent quand tu crées une instance de vote. Puis là, on les enlève. Là, il dit mais est-ce qu'on les enlève ceux-là? Je dis ben, toi, si tu attaquais un système là, parce que tu fais ça le soir pour le fun, des hacks de box ou des compétitions comme ça, est-ce que ça, c'est une information qui est importante pour toi? Il dit ça me permet d'avoir telle affaire. Bon, c'est pour ça qu'on l'enlève. Oui, exact. La sécurité, c'est super le fun. Ça donne des ulcères, mais c'est super le fun. Je pense que c'est une des places en opération où tu peux avoir du plaisir à te dire voyons comment ils ont réussi ça, puis c'est un vrai puzzle. Ça appelle le board gamer ou le joueur de jeu qu'on peut être là, dans des affaires comme ça. Dans mon institut, il y a un concours, là, je ne l'ai pas vu quand est-ce, mais à toutes les années, qui est un catch de flag qui est organisé par l'organisation. Puis il y a un board avec un ranking, puis à un moment donné, je ne sais pas, tu as comme 7 drapeaux à trouver. Là, puis chez nous, moi, je le sais, quand ce concours-là, ça fait 2 ans que je le vis, là, ben, je le sais, puis il va y avoir peut-être des sprints moins chargés. Parce que là, les gars, ils trippent, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Exact. Tu veux les embêter, puis leur casser les jambes, puis ils vont dire, OK, ben, je vais aller ailleurs. Non, c'est absolument... C'est-tu avec Secure Cold Warrior ou c'est avec autre chose? Parce que je sais qu'il y avait eu des concours. J'ai fait du coaching. Oui, non, mais oui, il y a le volet formation, mais il y a aussi le volet compétition. Ben, c'est le volet compétition. C'est ça, là. C'est vraiment bien fait, sérieux. Chez nous, il y a des gens qui participent, puis que moi, j'en connais qui rentrent le matin, puis qui ne sont pas en forme parce qu'ils ont travaillé là-dessus toute la nuit, puis... tu sais, ils ont l'âge, on va dire, de ne pas avoir de...
Mais c'est le fun. Puis, tu sais, avant la pandémie, là, je me souviens, il y avait dans différentes équipes, nous, on est plus middleware, puis tu avais la partie Linux, là. Puis les gars, ils se challengeaient, mais ils ne voulaient pas se donner les réponses. Mais tu pensé à telle affaire? Ah, OK, ouais, c'est bon, OK. Ouais. Ah, c'est cool, vraiment ça. trippant de les voir aller. Moi, je me disais, toi, Mathieu, mais je sais pas, moi, le soir, admettons, j'ai mes garçons là, qui, en même temps, qui avaient du sport, puis un paquet d'affaires, puis je trouve ça vraiment cool, les gars. Je vous vois, vous allez être trippé, mais moi, je comprends que c'est le fun, mais bon, j'ai d'autres passions. Exactement. On va dire ça comme ça. Ah, c'est pas facile de trouver du temps pour tout. Ça, c'est Non, clair. c'est ça. Puis à un moment donné, je me dis, j'aimerais ça, mais je sais pas. Là, tu savais, là, tu arrives du travail ou tu montes les marches aujourd'hui, admettons. Puis là, ben, tu sais, t'as le souper, t'as les devoirs, t'as les sports. Moi, j'ai des sports, tout comme ça. Fait que j'ai. Ouais. Hey, fait que justement, tu sais, on parlait un petit peu. C'est quoi un sysadmin? Qu'est-ce que ça a toujours été le métier d'un sysadmin? Ben, c'est de suivre un genre de cookbook, hein, qui est un document Word qui dit OK, ben, premièrement, créer le répertoire telle affaire, va créer le fichier silent install telle affaire, lance telle chose, OK, va copier telle affaire, envoie un courriel à telle équipe pour qu'il te fasse un certificat, etc. Ça, c'est le fun. Quand tu as un cookbook, au moins, tu as quelque chose pour partir, puis là, tu te l'échanges d'un projet à l'autre. Je me souviens que c'est moi qui avais la boîte de courriel la plus pleine. Fait que, hey, t'as-tu le cookbook pour monter WebLogic, telle affaire? Attends un peu, je vais trouver ça, puis là, on l'envoie, puis on est bien content. Fait que le monter, c'est une chose, mais après ça, l'entretenir, le patcher, etc., ce que ça fait, c'est que si tu as deux serveurs qui sont supposés être jumeaux, donc en redondance, en robustesse, ben, tu as de fortes chances que à ce moment-là, tes deux machines ne sont pas pareilles. Hein, parce que tu l'as fait à bras, tu étais sur le serveur, tu as changé telle affaire, tu es content, tu es parti. 2 semaines après, tu fais l'autre. Tu fais un lien symbolique au lieu de répertoire. C'était plus simple, je filais comme ça aujourd'hui. Mais quand tu t'en vas pour patcher ça, ben, ça ne réagit pas pareil parce que les deux serveurs ne sont pas montés pareil. Mm-hmm. Alors, quand on s'en vient et qu'on fait du Ascode, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de monter des environnements qui sont identiques, qui sont selon les normes, surtout, puis qui sont reproductibles à l'infini. On a choisi d'y aller avec Ansible de Red Hat. Donc, Ansible, ce que tu roules, c'est des playbooks. Fait que les playbooks, c'est grosso modo une action. Je veux installer une machine virtuelle Java. Je veux installer un binaire Tomcat. Je veux aller résoudre, mettons, des placeholders dans des fichiers, etc. Fait que ça, c'est des playbooks. Puis les playbooks, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont appeler des rôles. Puis les rôles, eux autres, ça, c'est vraiment plus c'est des rôles, c'est des trucs que tu peux réutiliser d'un playbook à l'autre. Alors, au début, comment on faisait des playbooks? C'est qu'on mettait ça dans un dépôt Git, bonne pratique en partant, puis on mettait les rôles qui étaient locaux au playbook. Fait que là, dans ton playbook, tu avais un répertoire au rôle, tu mettais tes affaires dedans. Ce qui est un peu plate avec ça, c'est que si tu fais deux playbooks qui utilisent le même rôle, ben, tu es obligé de dupliquer le code. Fait que là, tu as, avec Tower, ben, ça utilise le principe de Ansible Galaxy. Fait que tu peux dire, ben, moi, dans mon playbook, j'ai des requirements. Ça pointe vers un rôle. Fait que là, tu as des dépôts différents pour chacun des rôles, des dépôts différents pour les playbooks. Puis dans tes playbooks, tu dis, ben, voici, c'est quoi ce que je veux avoir comme rôle. Fait que, en gros, ben, c'est ça. Fait que dans Tower, c'est une succession de playbooks. Puis, ça peut être une succession de playbooks qui fait un workflow. Et un des éléments dans ton workflow, ça peut être un autre workflow. Puis, ce workflow-là, en dessous, ben, il va appeler d'autres workflows, etc. Juste pour comprendre vite, tout est dans Git, right? Oui. Toutes tes affaires est-ce que tous tes playbooks sont dans des Git indépendants puis tu les colles ensemble dans un projet ou j'essaie de voir comment. C'est tous des repos, des dépôts Git différents. Différents? OK. Puis, donc, mes playbooks,
Et mes rôles aussi, ce sont tous des dépôts Git différents, donc je peux les cloner indépendamment chacun. D'ailleurs, dans mon playbook, dans mon fichier requirements, quand je vais dire mon playbook va avoir besoin de rôle 1, rôle 2, rôle 3, rôle 4, mais ce qu'il va faire à quelque part, c'est qu'il va aller Git cloner chacun des rôles pour que mon playbook puisse. Donc, Ansible Tower, ce qu'il va faire, il va cloner le playbook, il va aller cloner chacun des repos de rôle qu'il a besoin, puis il va exécuter ça. Ce qui est le fun d'Ansible puis de Tower, justement, ben, c'est que tu vas targeter un serveur, c'est la limite qu'on appelle. Là. Fait qu'une limite, ça peut être un serveur, ça peut être plusieurs serveurs, un groupe de serveurs, et tu vas exécuter ton code sur le serveur. Fait que c'est important d'y penser. Quand tu dis que tu veux copier un fichier, il faut que tu penses que tu es sur le serveur en train de le faire et non pas dans Tower. OK, je comprends. Donc, pour le bénéfice des auditeurs, auditrices, j'aimerais ça peut-être si on détaillait un petit peu. Grosso modo, c'est quoi la Haskell? Puis juste avant ça, vu que tu viens d'en parler et que ça va être plus en contexte, Ansible versus Tower, c'est quoi le rôle de... Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qui fait quoi? Ben déjà, Ansible Tower, c'est un orchestrateur. On va dire. Fait que lui, là, c'est lui, tu vas dire, c'est lui qui va orchestrer l'exécution des différents playbooks. Différence. Fait que le playbook Ansible, c'est un peu ta logique, ce que tu veux faire, l'état dans lequel tu veux mettre ton serveur. Puis Tower, ben, c'est le gros contenant là, qui permet de séquencer, d'orchestrer l'exécution. C'est lui qui lance les fusées. En fait, d'ailleurs, tu as un petit icône de fusée pour lancer. C'est pour ça que je dis ça. C'est quoi Haskell? Dis-toi que j'ai un workflow qui est agnostique. Lui, là, il sait qu'il faut qu'il fasse quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Fait que, on peut parler que mon workflow, c'est une machine à saucisse. Puis le Haskell, c'est la vache que je mets en avant qui va me sortir des saucisses au bœuf au final. Fait que le Haskell, c'est ce que je mets dans ma machine à saucisse. Alors, mon workflow, je sais que c'est un workflow qui va faire du WebLogic. Super. Quels sont les types d'instances? On a plusieurs types d'instances, plusieurs produits qui roulent sur WebLogic. Fait que déjà là, Haskell, je vais dire, premièrement, je veux quelle version de WebLogic, je veux quelle version de Java. Donc, tout ça. Et puis, je veux avoir quel type d'instance WebLogic. Fait que tout ça, je prends ça, puis ça, c'est un fichier qui va déterminer ce que je veux sur ma machine, que je vais mettre dans Git qui va représenter ma machine. Ça veut dire que si j'ai 100 machines, par exemple en développement, bien, je vais avoir 100 fichiers qui vont représenter chacun c'est quoi que je veux que mon workflow fasse. Quand je m'en vais, puis que là, j'exécute mon workflow à un moment donné, selon ce que j'ai demandé, donc Haskell, à un moment donné, il va dire, OK, ben, je veux que tu installes, si tu viens tantôt, tu m'as demandé le type d'instance WebLogic A, ben, je vais aller voir Haskell parce que mon type d'instance WebLogic A versus mon type d'instance WebLogic B, par exemple, ben, il va y avoir des paramètres Java différents. Fait que je peux avoir pour deux machines différentes qui vont implémenter le même type d'instance WebLogic qui représente un portail transactionnel quelconque, mais je peux booster les arguments Java pour un, puis mettre des arguments Java ordinaires pour l'autre. Je peux faire ça. Je suis en production, j'ai envie de corriger un bug de performance, j'augmente justement où je change des arguments Java, je passe des arguments de Java de sécurité, ou bien j'augmente la mémoire utilisée. Bien, je m'en vais dans le Git, je le change dans mon fichier qui représente mon instance WebLogic, puis je réexécute un playbook Ansible, puis il va aller prendre ce qui est demandé. Donc, c'est fini, là, je me branche SSH, si je suis gentil, je fais un fichier .original, admettons, là, pour me rappeler, puis je suis logué avec un usager générique. Je n'ai aucune idée, mais la seule chose que je sais, c'est que ça l'a changé à 1h32 du matin, mais je ne sais pas ce qu'il y avait avant, je ne sais pas pourquoi c'est fait. C'est ça qui est le fun avec Git. Fait qu'on continue. Puis après ça, fait que là, je vous ai parlé de toute la partie qui est plus middleware, mais après ça, tu as toute la partie applicative. Fait que moi, je suis un environnement, puis je veux parler dans mon application, je veux parler à un système distant. Fait que c'est correct, mais imagine que je suis en développement, puis les systèmes distants, j'en ai un version dev, un version QA, un version staging, peu importe c'est quoi les versions. Fait que toi, Pascal,
t'es l'équipe A, puis toi, Jean-Philippe, t'es l'équipe B, on va dire. Ben, je te donne un serveur à toi. Ben, tu sais, Pascal, l'équipe A, Pascal, t'es l'équipe Z. Double Z, s'il vous plaît. Ouais. Puis, fait que là, je m'en allais avec ça, c'est que toi, Pascal, tu as envie, toi, ton code, tu veux qu'il pointe sur le système distant de dev, puis toi, Jean-Philippe, tu veux qu'il pointe sur le système distant de staging, par exemple. Je fais comment un code comme ça? Ben justement, j'ai un fichier de config applicatif qui va représenter ton serveur à toi de ton équipe, puis je vais aller le lire. Donc, tout ça, on appelle ça au travers d'un config server. OK. Config server, il sait c'est quoi le type d'application que tu fais, sur quel serveur. Ça représente un peu le profil. Je m'en vais chercher un config server, je retourne avec mon fichier, puis je dis bon, OK, il ne réfléchit pas. Il fait juste remplacer ce que tu as demandé. Lui, il ne sait pas que tu n'es pas pareil à Pascal. Lui, il exécute ce que tu as demandé. Okay. Mais ça, là, j'entends je connais un petit peu Ansible. Là, j'entends. Tu n'es pas juste un utilisateur d'Ansible, right? Tes gars, ils codent dans Ansible pour faire ces affaires-là. Oui, exactement. Ben, c'est un bon point tantôt quand je me suis présenté. Bon, Mathieu, on va dire 17 ans, presque 18 ans dans mon organisation. Mais Pascal, en passant, ça fait 16 ans qu'on a fini parce que mon grand, il va avoir 16 ans là. Puis il me semble que j'ai fini pas longtemps après qu'il soit né. Là. Moi, c'était 2003 ou 2004, quelque chose comme ça. Ben, moi. Ouais, fait que ça fait 17 ans quasiment, non? OK. Moi, je suis product owner, mais j'aime ça avoir les mains dedans un petit peu. Fait que tu fais bien, Jean-Philippe, de parler des gars qui travaillent avec moi là, dans l'équipe d'évolution. Okay. Fait que oui, en fait, quand ils ont mis ça en place, c'est à peu près il y a 2 ans, ben, ils ont mis ça en place surtout Ansible, c'est surtout pour monter les machines sur un état pour dire ben, moi, je veux avoir un répertoire comme ça, je veux avoir telle affaire. Puis nous, ben, on a poussé ça un peu plus loin parce qu'il faut faire du middleware. Fait qu'il ne faut pas juste mettre en place un état, il faut aussi appeler des API. Fait que d'abord, n'oublie pas mon pipeline. Là. Au final, là, il ne fait pas ça pour le moment, mais à terme, il va aller se puncher partout dans tous les outils de monitoring de l'Institut. Partout. Fait qu'il va faire des appels, il ne fait pas juste demander des états. Il va aller demander un balanceur de charge. Donc, il va aller interroger un API qui va dire moi, je veux un balanceur de charge devant ma machine. Moi, je veux un certificat SSL signé et l'installer sur mes affaires. Fait que, donc, ça, c'est au niveau du playbook Ansible. Par contre, pendant où est-ce que tu vas aller, c'est que dans Ansible, tu as déjà des fonctions qui sont disponibles, admettons, comme la fonction file, qui vient avec, qui permet de toucher à des fichiers, de les copier, des trucs comme ça, même des répertoires. Bien, c'est possible de se faire des modules. Puis nous, on s'est fait des modules. Puis les modules, tu les fais, nous, on les fait en Python. Puis on les rend disponibles. On les met dans un repo Git. Puis donc, chacun des modules. Puis c'est des modules, par exemple, je parlais tantôt du config server. Bien, le config server qu'on prend, c'est un config server d'une compagnie qui est connue, mais ce module-là n'existait pas avec Ansible. Fait que nous, on l'a fait. Puis, tu sais, on pourrait dire à Red Hat, ben, tu sais, on vous le donne, ce module-là, puis rendez-le donc disponible dans votre prochain release de Red Hat, puis on n'aura plus besoin de le référencer parce qu'il va faire partie de la livraison de Cool. Fait que tu réponds un peu à une question que j'allais poser, mais que je n'ai pas encore posée. Puis je vais faire un petit résumé en même temps. Donc, essentiellement, ce que tu dis, c'est que le As-Code, ça touche beaucoup au niveau de l'externalisation des configurations. Donc, on va avoir de la config pour Jenkins, pour Sonar, pour Docker, pour peu importe quoi. Puis après ça, on va renseigner avec ça. Mais des fois, il y a certains outils, certaines choses qu'on veut faire qui n'existent pas de module qui soient capables de consommer ces configurations-là. Puis là, tu irais justement, le As-Code va sortir un peu du monde de la configuration, puis on va avoir besoin de créer des modules pour consommer ces informations-là, puis faire de quoi avec. C'est ça. Tu sais, Ansible, en tant que tel, justement, là, c'est des états que tu demandes. Je veux telle affaire, je veux appeler tel API un petit peu, fait que c'est peut-être pas un état. Fait que oui, quand tu vas faire quelque chose d'un peu plus croustillant, ben, tu es obligé de te revirer vers du Python, puis de faire ton module. Fait que là, le module en question, ben, c'est qu'on obtenait 2 documents, puis là, ben, il fallait concaténer ces 2 documents-là. Ben, Ansible ne fait pas de base. Cool.
Moi, si tu voulais comparer ça à des développeurs, Ansible, c'est un framework. Fait qu'il y a plein d'affaires que le framework fait pour toi, mais c'est rare que ça se rend exactement où tu veux aller. Fait que des fois, il y a des petits efforts de plus, surtout pour te connecter sur une infrastructure qui est à toi, là, puis que tu vas être capable d'être utilisé de façon bien plus intelligente qu'un plugin générique ou quoi que ce soit. Moi, j'ai utilisé un peu, je trouve ça cool. Je trouve que c'est exactement quand j'ai fait de l'administration système dans mon jeune temps, puis je sais que je montais tout le temps mes machines presque pareil. Ils étaient tous systématiquement montés presque pareil. Puis c'est pas parce que j'étais méchant ou quoi que ce soit, c'est que des fois, tantôt tu disais j'étais de cette humeur-là, mais des fois, c'est que tu vois une amélioration, tu dis je vais le faire comme ça maintenant, puis tu oublies que tu as 12 machines en arrière que tu ne l'as pas faites, puis là, tu retournes ces machines-là, puis tu fais comme oh merde, comment j'avais fait ça? Puis quand tu as une urgence, quand tu as un changement de version, que tu t'en rends compte. Parce que là, ça, c'est important. Le changement de version, c'est une étape dans la vie des serveurs. Puis là, ben là tu t'en vas, puis là, tu te dis, je teste sur un serveur mon script de changement de version. Il marche super bien, je suis content. Let's go, on commence. Premier serveur en production. Colin, il n'est pas comme que je m'attendais. C'est certain. C'est certain. Fait que non, je trouve ça intéressant. Puis je trouve ça parce que j'enseigne au cégep un petit peu, puis je trouve que il y a des gens qui veulent faire de la programmation, qui s'en vont en programmation, puis il y a des gens qui veulent faire de l'administration système, puis dans leur tête, ils ne veulent pas faire de la programmation. Puis je trouve que c'est pas leur rendre service à leur faire comprendre que vous devriez toujours penser que vous allez faire de la programmation, puis ça ne sera pas des applications de 75 000 lignes, ça va être des scripts, si on veut, là, ça va faire 300 lignes, supposons. Je n'essaye pas de juger, tu peux me dire que non, on fait des plus grosses affaires que ça, mais ça va être 300 lignes, c'est short, c'est efficace, ça fait une job. On essaie de garder ça simple, mais il faut que tu saches programmer, puis il ne faut pas que ça fasse peur. Puis je me pose un peu la question de est-ce que les jeunes sont plus acceptants de ça? Si tu arrives dans une équipe et tu as des gars qui ont vécu 15 ans, qui ont fait de l'administration système comme ça, que là, tu dis non. Là, je ne veux absolument plus que tu te logs SSH sur une machine, je veux que tu passes à travers Ansible pour faire le travail. Y a-tu de la résistance? Y a-tu une grande transformation à vivre là-dedans? Oui, je trouve que contrairement à il y a quelques années, quand tu disais, Pascal, tu le sais, là, quand tu disais tu veux-tu, viens donc travailler avec nous autres middleware, c'était pas très sexy, je te dirais. Là, puis même moi, je me souviens, on recevait des CV, puis là, je regardais le CV, puis là, je disais, non, mais lui, c'est un développeur, tu sais. Fait qu'on refusait des CV parce que lui, c'est un développeur. Je veux quelqu'un qui connaît plus middleware. Là, sais-tu quoi aujourd'hui? Moi, je regarde des CV, les CV qui arrivent, puis je regarde les CV de développeurs, puis là, je les passe en entrevue, puis là, je dis, OK, c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait comme développeur? Tu as fait des tests, du versioning, etc. Puis c'est ça qu'on veut. Moi, c'est plus intéressant, c'est plus important pour moi d'avoir des connaissances middleware. On en a des gens, on va avoir du pairage. Comme je disais tantôt, c'est comme un art un peu là, de l'alertage, le monitoring, le sizing, etc. Mais moi, j'ai plus besoin d'un développeur qui va être capable de me développer la mise en place de ces concepts-là. Fait que moi, je trouve que c'est rendu plus cool maintenant faire du middleware. D'ailleurs, tu es beaucoup plus proche de la machine. Quand tu fais ça, puis tu continues à faire du code, on continue à avoir... tu travailles dans Git, tu fais des pull requests. C'est des défis différents, tu sais. Oui, c'est ça, simplement. Mais tu fais ça plus fait juste... partie d'un tout. Mais non, tu ne fais plus juste arriver et dire, voici une liste de tâches que j'ai à faire, puis tu vas les faire sur une machine. Tu fais plus de travail d'un coup en plus, parce que tu n'as pas besoin de le faire sur 8 machines. Tu le fais dans ton script Ansible ou ton plugin Ansible, puis tout d'un coup, il y a 200 machines qui peuvent en déployer. Puis si tu te ramasses dans des passes info-nuagiques qui ont tout un peu leur solution pour faire du déploiement de machines, mais le principe est pareil. Si tu sais programmer, tu vas savoir le faire dans Amazon avec Terraform ou avec d'autres choses. La même chose dans Azure, même chose dans toutes ces choses-là. C'est des skills qui sont réutilisables. Je trouve que en rapetissant les cycles, en faisant du développement puis des livraisons 2 semaines, des choses comme ça, où
quand tu commences à avoir de la livraison continue, y aller plus qu'une fois par semaine, des fois plus qu'une fois par jour. Tôt ou tard, tu sais, côté Ops n'a pas eu le choix aussi là, de se réinventer et d'essayer de suivre ce mouvement-là, cette vitesse-là. Puis ils ont automatisé plein d'affaires. Puis là, justement, il est né des frameworks, il est né des outils qui ont rendu ça encore plus intéressant, plus sexy, plus alléchant, j'ai l'impression, un peu pour tout le monde, là. Petit clin d'œil à JP tantôt, tu n'as pas fait d'insulte à Mathieu, je pense, en disant qu'un script avait juste 300 lignes. Même en développement, c'est pas bon d'avoir des affaires qui font beaucoup plus que 300 lignes. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Quand 300 lignes, c'est beaucoup, là, ça veut dire que tu n'as pas découpé tes affaires comme il faut. C'est juste pour rire. C'est juste pour rire, JP. Mais donc, c'est ça, les avantages de faire du Hascode. Grosso modo, c'est qu'on peut versionner ces choses-là dans Git, contrairement à avant où c'était pris dans des interfaces de WebLogic ou de je ne sais trop quoi, de Jenkins. Tu sais, quand on faisait tout Jenkins à bras puis on configurait tout à travers l'interface, ben, il y avait un changement, on ne savait pas qui l'avait fait, puis qu'est-ce qui s'était passé, puis c'était quoi l'état d'avant ou quoi. Là, maintenant, avec le Jenkins Files, ben, on peut voir les transitions, quand est-ce que ça a changé, pourquoi, puis s'il y a une déstabilisation, mais on le spot tout de suite. Là. Oui, exactement. Si on le met aussi, là, Jenkins Files, c'est bon, on est comme entre trois, on va dire, outils de CI/CD, puis dont Jenkins en est un. Puis non, c'est vraiment le fun, comme tu disais, que les Jenkins Files, là, tu peux, déjà, c'est dans Git, tu peux les versionner, tu peux revenir à ce qu'il y avait avant. Mais, tu sais, moi, je reviens à mes pipelines Hascode. J'ai mis quelque chose en production au mois d'août l'année passée. Puis là, je remonte une troisième machine, mais ça ne fonctionne pas. Bien, je suis capable de revenir exactement à ce que j'avais à l'état de mon code parce que je l'ai versionné. Je suis capable de dire, ben, il y a quelque chose, mais on le trouvera plus tard, on va remettre exactement ce qu'il y avait l'année passée. Exact. Puis tu peux faire un diff, puis tu as des outils, autrement dit, qui facilitent un petit peu l'exploration puis l'investigation. Là. Ah, c'est cool. Dans une transition, quand tu n'as pas de Hascode, parce que tu étais là, right? Tu as vécu les deux époques. Là. Toi, tu étais là avant le Hascode, pendant, puis après un peu, tu sais. Et Hascode, tu dis automatisation. Oui. Traditionnel qui fait du middleware, c'est hey, je vais-tu perdre ma job quand tout va être scripté? Hey, ça te dérange-tu de reprendre cette phrase-là parce que ça a coupé de mon bord puis je pense qu'il va falloir que je le gère au montage. C'est bon. Là, juste recommencer ce que tu viens d'expliquer, là, ça a coupé juste comme un 10 secondes. OK. Fait que tu sais, déjà, première étape d'acceptation, on va dire, de la transformation Hascode, justement, je parlais d'acceptation, c'est d'accepter que si tu fais du Hascode, ben, tu vas automatiser, puis les craintes souvent là, que moi je voyais, puis même que probablement que j'ai déjà eu, c'est hey, je vais-tu perdre ma job quand tout va être automatisé? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Tu sais, on va peser sur un Python, that's it. La vérité, c'est qu'il y a tellement de choses à faire. Ça évolue constamment. Il y a toujours des bonnes idées que tu peux mettre pour améliorer ton pipeline. Pour toi, le gars exploitation, mais pour le dev aussi. Je peux-tu faire quelque chose de mieux, l'aider à livrer plus rapidement encore, améliorer telle affaire? Ça finit plus, là. Puis c'est ça qu'il faut changer comme mentalité. Donc, tu as des gens que ça fait 20, 25 ans, 30 ans qui font ça. 30 ans, on va dire que s'ils changent, c'est correct, là. Mais tu comprends, c'est un métier c'était correct de lire ta procédure, puis de monter tes affaires, puis d'aller à la pièce. Chacun des projets, on recommence en neuf, on remonte. Moi, j'ai ma petite solution. Moi, je suis cool, j'ai fait un petit script pour automatiser quelque chose, mais je ne l'ai pas partagé avec personne, puis je le réutiliserai peut-être pas pareil pour monter une autre solution. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en TI, les choses évoluent vite. Puis on le savait quand on s'est embarqué là-dedans. Si on ne le savait pas, on était très naïfs. Donc, si tu as perdu le feu, la flamme de vouloir être un peu en mode apprentissage continu, puis de te réinventer, puis d'aller chercher des nouvelles connaissances, si tu as perdu ça, ben, ouais, c'est sûr que là, ça peut être épeurant un peu, tu sais. Mais je pense que tous ceux qui ont gardé cette posture-là, qui est nécessaire, d'après moi, là, pour être en TI, ben, de voir qu'un changement comme ça arrive,
oui, le changement, c'est de l'insécurité. Que ce soit positif ou négatif, le changement, là, ça bouleverse tout le temps, ça crée des remous et tout. Mais quand tu rationalises tout ça, puis tu te dis, ben, écoute, j'apprends de toute façon des choses tout le temps. Ben là, je vais juste apprendre une nouvelle façon, je vais adapter ma façon de travailler, je vais apprendre un nouveau framework, je vais apprendre une nouvelle techno. Il y a pas, c'est pas demain la veille, autrement dit, qu'il va y avoir un changement tellement gros que tu vas perdre ton emploi puis tu ne seras pas capable de te replacer les pieds, genre, rapidement, tu sais. Ah, exact. Puis, tu sais, justement, là-dedans, dans les étapes, là, ben, c'est sûr que c'est d'utiliser le pipeline. Puis, après ça, si tu vas plus loin, ben, c'est de ne pas critiquer le pipeline pour dire ah, mais hey, là, quand je roule le pipeline, après ça, j'ai telle affaire, ça ne marche pas. OK? Tu sais, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Peux-tu me le dire? OK? Ou c'est quoi les étapes que tu fais après que le pipeline y roule? Qu'est-ce que tu dois faire manuellement? Et être capable d'exprimer ça, puis de dire, bien, il y aurait telle affaire, OK, super. Dans ces 10, 20, 30 affaires-là, là, lequel qui t'écœure le plus? Et Puis, voilà. on va l'automatiser, ce bout-là, il t'écœure. Il prend du temps, il n'y a pas de. Fait que c'est d'arriver comme utilisateur, donc mes collègues à moi, qu'on prépare les pipelines pour eux autres, de dire, de pouvoir les critiquer positivement, ces pipelines-là, de dire c'est cool, mais ça ne fait pas ça. Ah, super, c'est important pour toi, super. Je vais faire le Jira pour toi. Bon. L'autre étape, après ça, c'est du monde qui est capable de faire un Jira puis de mettre ça dans le backlog, puis après ça, de devenir en raffinement avec nous autres, puis de nous aider à raffiner, puis de prioriser, de dire, OK, telle affaire serait importante. OK, super, oui, on a de la place, on va le faire, je comprends. On va améliorer. Parce que ces affaires-là s'optimisent aussi, right? Si tu as beaucoup de machines, si tu as beaucoup de choses à faire, puis que ça te prend 20 minutes ou 30 minutes à rouler ton playbook, ta série de playbooks, tu peux peut-être faire mieux aussi. Il y a peut-être des façons d'améliorer ces choses-là. C'est continuellement. Ça fait pas longtemps qu'on en fait, puis déjà, là, pour monter du Tomcat, il y avait quelque chose qui prenait quand on montait. Tomcat, c'est un peu niaiseux, là, mais n'empêche que quand on montait un Tomcat, à un moment donné, dans ce qu'on utilisait, il y avait quelque chose qui prenait comme 2 minutes. Puis, c'est qu'il s'asseyait d'aller cogner un site puis que c'était fermé. On ne le voyait pas. Puis, là, en y passant un fichier de configuration, un fichier properties qui était PSOD, etc., là, ben, on était capable de dire non, on ne va pas checker, check en local. Je pense que ça prend 10 secondes à la place. Fait que tu vois, il y a toujours place à amélioration. Toujours. Des façons de faire, des trucs avec. Je reviens à Kensible, mais tu as un truc, un genre d'outil de résolution là, qui est à Python, mais ça s'appelle Jinja. Ben, vous regarderez ça, là. Puis ça, de maîtriser Jinja, on a appris que faire du Ansible, c'est une chose. Maîtriser Jinja, c'est une autre chose. Tu arrives à un autre niveau. C'est vraiment malade parce que dans middleware, souvent, tu vas rouler, tu as des langages. Dans WebLogic, c'est du WLST qui est du Jython. Tu as du WASAdmin avec Web Certification Server aussi. Puis, en gros, tu as un gros fichier qui te dit quoi faire, puis c'est lui que tu vas rouler qui va monter ton instance. Mm-hmm. Mais ton fichier, tu peux le. En fait, pour une solution, tu peux avoir ça de ligne, mais pour une autre solution, tu n'as pas besoin de tout, tu peux avoir juste ça de ligne. Avec Jinja, tu peux mettre du conditionnel. If Ascode te définit telle affaire, fais donc apparaître cette ligne-là. Ou for each élément Ascode que tu as mis dans ton dictionnaire, mets-moi autant de lignes, répète-moi ces lignes-là. Ça, c'est vraiment, ça fait toute la différence dans ce qu'on fait. Je trouve ça super intéressant parce que quand je fais encore du déploiement et des affaires de même, mais on s'inquiète souvent, tu sais, que ça déploie la première fois et que ça marche, right? Toi, comme tu disais, tu es plus day 2. C'est-à-dire, il faut que tu fasses la maintenance de l'application qui vient après. Puis là, je me pose la question, y a-t-il des façons que tu peux inclure l'équipe de développement d'application dans le passer des deux? Y a-t-il une façon qu'eux peuvent dire à ton équipe, ça, on pense qu'il y a un problème avec ça, il faudrait faire ça dans l'infrastructure après ou des choses du genre? On parlait DevOps.
C'est un petit peu ça, moi, je trouve, peut-être quand tu arrives dans une grande entreprise, comment tu peux le mettre en place, justement, c'est que dans le pipeline au complet, de A à Z, tu as des parties là-dedans là, que c'est de la config applicative, c'est du déploiement applicatif. Puis, ça, là, dans quel ordre je vais déployer, comment je vais déployer les affaires, bien, ça appartient souvent aux devs. Souvent, c'est les devs qui vont le savoir. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est que, ben, on s'est arrangé avec des équipes de des développeurs, des équipes de développeurs au complet ou juste des développeurs, on a dit, hey, tu as des bonnes idées, ça te tenterait-tu d'apprendre un c'est bon. Fait que, soit qu'ils font des playbooks au complet, on va les aider, ils vont nous faire un pull request là-dessus, ou bien ils vont prendre, on leur a ouvert en écriture à nos dépôts Git. Puis on leur a dit justement, comme tu dis, regarde, check ça, Ansible, apprends-le de ton bord, ou bien on peut t'aider. Mais s'il y a quelque chose que tu vois que mais ça ne fait pas comme il faut ou que ça pourrait faire différemment, bien, modifie-le. On va te donner accès à une façon de le tester de ton côté. Puis quand tu es content avec ce que tu as fait, bien, fais-nous un pull request, puis nous, on va pouvoir après ça l'implémenter, le merger, c'est-à-dire, puis tout le monde va en profiter après ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Ça, c'est énorme ce que tu viens de décrire là. Parce que, tu sais, c'est l'espèce, désolé, je ne veux pas être vulgaire, mais le wet dream qui était vendu un petit peu par Spotify là, il n'y a pas si longtemps que ça, là, autour des années 2012, 2013, je ne sais plus trop. Il avait fait des vidéos pour montrer comment ça fonctionnait chez eux. C'est quoi la culture, comment ils s'organisent. Tout ce qui est squad, c'est de là que ça vient. Tout ce qui est tribu, tribe, c'est de là que ça vient. Puis les trains de livraison avant même que Safe apparaisse, c'est de là que ça venait. Donc, il y avait plein de choses qui sont arrivées de là. Puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? J'ai perdu mon fil d'idée. Spotify, puis les devs qui viennent aider. Oui, merci. Donc, il expliquait un peu comment, justement, tu avais les escouades qui étaient mis en tribe, puis après ça, tu avais des chapters pour faire plus une formule, un petit peu de communauté de pratique et tout. Puis, il expliquait que, quand tu travailles sur un feature, puis que tu as un besoin, parce que tu as beau essayer d'être le plus confiné possible, le mieux découpé possible, sans dépendance avec les autres projets, les autres fonctionnalités, tout ça, puis essayer d'être le mieux découpé possible, c'est impossible d'être tellement découpé parce que sinon, tu interagis avec personne. Donc, éventuellement, tu as des attentes, tu interagis avec d'autres. Quand tu fais une recherche, il y a un résultat de recherche, puis tu veux cliquer pour aller vers, mettons, un détail de produit. Ce n'est pas toi qui t'occupes du détail de produit, mais tu as quand même une interaction avec les gens qui font le détail de produit. Donc, ce que tu viens de décrire là, c'est exactement ce que les autres prônaient, c'est-à-dire que si l'équipe qui fait le détail de produit n'a pas le temps d'implémenter un feature, puis toi, tu en as besoin, c'est good, man. Ou même la connaissance. Même la connaissance. Tu es obligé de toujours demander à quelqu'un c'est quoi qu'il faut que je fasse exactement, puis que c'est juste toi qui peux le faire, mais c'est juste eux qui ont la réponse. Que je ne sais pas si tu le sais, mais à moins que tu aies du bandwidth puis que tu relises puis qu'ils revalident à côté de ton client, mais c'est pas toujours le cas. Là. Fait que, non, tu viens de réduire ton boss factor parce que tu as diversifié les connaissances, donc ceux qui savent. Puis si tu veux t'assurer d'un niveau d'alignement, de qualité, de standard, tout ça, tu y vas à travers un système de pull request, comme tu viens de dire. Puis tu t'assures que les gens qui ont la vision, ce soit eux autres qui soient en charge de faire ces révisions-là avant que le code soit intégré pour de bon dans le main ou le master. Là. Moi, je capote tout le temps, tu sais, quand tu as de la documentation qui est barrée. OK. Les secrets, là, les username passwords, ça va dans des voûtes de secrets. Ça, c'est correct que ce n'est pas tout le monde qui ait accès. Mais après ça, la documentation barrée, des dépôts Git barrés en lecture. C'est pourquoi tu veux protéger tes affaires, tu veux pas. Fait que moi, c'est pour ça que, tu sais, en fait, souvent, il faut que tu n'es pas dans le bon groupe. C'est pour ça que tu n'as pas accès au dépôt Git en question. Mais tu sais, que ça soit compliqué, ça n'a pas de sens. Puis justement, là, moi, c'est toujours ça. Quand quelqu'un, on explique un nouveau projet, qu'est-ce qu'on fait, puis là, tu envoies 1, 2, 3 devs qui sont bien allumés. Tu dis, viens, on va se booker un meeting, on va te montrer qu'est-ce qu'on fait dans les débooks, on va te donner accès. Puis si tu as envie de les modifier, let's go, modifie-les. Parce que c'est beau dire ça ne marche pas de chialer,
mais c'est encore mieux de dire, mais comment que tu corrigerais, toi? Comment que tout à tu fait. ferais, c'est quoi que tu verrais, toi? Mais je barrerais quand même la capacité aux gens de repousser sur le main ou sur le master. Tu Oui, veux passer par un processus de code, de revue de code oui, parce que oui. c'est fondamental, là. Mais oui, définitivement. Puis Google le fait bien, ça. Eux autres, ils ont un code repository. Puis tout le monde a accès à tout. Puis si tu veux pitcher là-dedans, ben parfait. Mais il y a des gens qui sont des espèces de donor, si tu veux, d'un produit, d'un service, d'un feature. Puis c'est vers eux que tu vas envoyer tes pull requests pour s'assurer que tu t'en vas dans la même lignée qu'eux autres, tu respectes les standards, tu réutilises. Autrement dit, que tu n'as pas juste hacké ton petit changement pour faire ça vite puis retourner à tes affaires, que tu as vraiment fait un ajout de valeur dans leur base de code à eux. Tu sais, au dev, vous êtes habitué d'utiliser genre Git, un système de gestion de fichiers, de sources, pardon. Nous, on est habitué d'avoir notre dépôt sur les serveurs. Ou bien, moi, je trouvais ça drôle à un moment donné, notre façon de sauvegarder nos sources, c'est qu'on les avait copiées sur 4 serveurs, admettons. Ou on a un serveur de dépôt de script, admettons. C'est un serveur, mais c'est un file system qui dépose des affaires-là. Ça, c'est très, très mal de faire ça. Puis justement, comme c'est assez nouveau, comme je te disais chez nous, tout ça, bien là, tu vas dire, ah oui, OK, c'est évident, etc. Mais on pointait souvent dans Master. C'est le fun de Master, mais Master, c'est Master d'aujourd'hui, c'est pas le Master de demain, par exemple. Puis là, on utilise plus des tags maintenant pour bloquer, une certaine version. OK. Que tu diras, ça fait longtemps que ça existe, mais nous autres, c'est. Oui, bien, moi, j'ai vu, c'était des testeurs dans un institut en télécom. Puis c'est un développeur qui avait commencé à dire aux testeurs, vous avez de la misère à gérer vos configs, mettez ça dans Git. Je ne dirais pas de la résistance, mais c'est un peu de la, mais comment j'utilise ça, puis comment je vais pouvoir m'en servir. Le morceau est super gros à bouffer pour quelqu'un qui est habitué justement à avoir un répertoire et ses versions de config. Là. C'était ça qui faisait à grandeur. Là, le gars, il arrive et dit, ben, tu peux faire un Git. Tu peux peut-être même faire un Git sur le serveur que tu gères. Comme ça, si tu changes tes versions, tes fichiers dessus, tu vas le voir. Ça va au moins te donner ça. Puis la face leur est tombée, genre, c'est vrai qu'on pourrait faire ça, mais là, Git, c'est un gros outil. Fait que là, ils sont là comme, je ne sais même pas comment me servir de Git. Là, la bouchée est. Puis là, il fallait les. Je dirais pas qu'il fallait les supporter parce qu'à un moment donné, ils ont compris. Je veux dire, c'est des gens. Mais c'est juste que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il faut une certaine patience. Combien de fois tu as fait ta ligne qui est master, puis tes branches avec ton code, puis que tu vas leur faire? Combien de fois je l'ai dessiné, ça, là, moi, pour expliquer l'évolution d'un logiciel, tu sais, mais c'est la même chose pour ta config. Mais c'est sûr qu'il y a un step à faire. Surtout tu fais du Git en mode ninja, là, en console. Moi, je préfère faire ça parce que j'aime ça, savoir exactement ce qui va se passer. Si j'ai fait une erreur, ben, c'est moi qui est con. C'est pas le plugin de Git dans Eclipse qui n'a pas fait ce que je m'attendais à ce qu'il fasse. Tu vas en VI, tu veux dire? Ben ouais, moi je fais ça en VI, les yeux fermés dans le noir. Là. Mais tu sais, quand tu veux essayer d'amener ces gens-là justement à changer leur façon de travailler, ben, peut-être que la façon de les amener puis d'adoucir un petit peu la courbe d'apprentissage, ça serait de les faire transiter peut-être par un plugin du genre, les plugins qui s'intègrent dans Eclipse ou dans VS Code ou peu importe l'IDE pour qu'ils soient capables de juste cliquer, y aller en mode interface au lieu d'y aller en mode commande. Non, je comprends ce que tu veux dire, puis c'est vrai, mais il n'utilisait rien. OK. Même ça a été un bon changement. C'est des sysadmins, là. C'est vraiment, comme on dit au début, c'est des sysadmins. Ils vont sur une machine, ils font quelque chose. Mais c'est un combat qui vaut la peine quand même. Oui. Je sais pas de ça. Non, je sais que c'est pas ça que tu dis. Soient patients. C'est ma transition vers mon histoire. Okay. Quand j'étais à l'Institut, on avait une situation comme ça où on avait, dans le fond, un orchestrateur de service. Puis cet orchestrateur-là avait une config. Cette config-là, dans le fond, elle pointait sur tous les services qui étaient disponibles.
Le problème, c'est qu'au début, tout le monde avait le droit de changer ça. Puis là, ben, ça changeait d'état, puis ce n'était pas versionné parce que c'était trop dur. Il y avait toutes sortes de mauvaises raisons pourquoi ça ne l'était pas. Fait qu'éventuellement, ben, les environnements étaient déstabilisés. Puis là, ben, ça a fait beaucoup de grogne. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, il y a juste 2-3 adultes matures qui ont le droit de toucher à ça. Les autres, non. Fait que là, ils ont comme fait une espèce de bottleneck incroyable qui ralentissait toute la production, mais c'était plus stable au niveau des environnements. Fait que les gens chialaient moins ces environnements, mais ils chialaient qu'ils n'étaient plus capables de faire les modifications qu'ils avaient besoin de faire pour exposer leur nouveau service, pour changer ci, ça, dépendamment des environnements et tout. Puis éventuellement, ben, à force de taper sur le clou et de dire il faut versionner ça, il faut versionner ça. Si c'est juste le problème de stabilisation du fichier, écoute, mets des pull requests, barre les branches, assure-toi que ça passe par des pull requests, puis tu vas le voir, c'est quoi les changements qui viennent, puis ça va aller, là. Oh, ça va aller. Puis ça a tellement changé la donne. On n'a plus jamais entendu parler de ce problème-là après, une fois que c'était versionné. Ben, tu vois, d'avoir des adultes responsables, c'est une chose. D'avoir des tests qui s'assurent que ça n'a pas rien cassé, c'est encore mieux. Ah, mais j'étais sarcastique quand j'ai dit des adultes responsables. J'aurais peut-être dû dire des vrais adultes. Peut-être que tu m'aurais compris. Non, mais je comprends, mais d'avoir quelqu'un qui gate, c'est correct. Il va checker aux yeux, puis des fois, il est bien occupé, puis il dit « Ah, c'est correct, là, je l'approuve parce que ça a l'air pas si pire. » Mais d'avoir des vrais outils de test, ça, c'est ça. Puis ça, c'est nos prochaines étapes. Là, on n'a pas parlé, mais c'est un autre des gros avantages de faire du Hascode. C'est que tu peux faire des tests pour t'assurer que les choses sont dans l'état attendu. Ça, c'est vraiment cool. Est-ce que tu automatises tes tests de playbook ou on parle encore du code que tu automatises? C'est le résultat déjà. Okay. Le résultat qu'on veut automatiser, ça veut dire que si ton résultat, c'est d'avoir tel répertoire-là, d'avoir tel état, d'avoir telle affaire, qu'au final, tu as 10 sur 10, puis tu fais un changement, puis tu as encore 10 sur 10, c'est correct. Mais après ça, tu as tout, c'est du Python. Fait que, est-ce que tu as du lintage, tu as du PyTest, etc. quand tu fais tes trucs? Oui, fait que ça, on va essayer de faire ça. Puis c'est pour ça que quand on engage, on va engager des développeurs avant des sysadmins. On a besoin, c'est un équilibre qu'il faut avoir. On veut des sysadmins parce qu'on veut des gens qui connaissent sur le bout de leurs doigts. Là, cette feature-là dans WebLogic, ouais, OK. Ben, WebLogic, c'est Oracle maintenant, mais c'était BEA avant. Puis BEA, il y avait cette feature-là qu'Oracle qui n'ont comme pas compris et qui ont reconduit. Puis ce gars-là, moi, j'ai des gars dans l'équipe qui connaissent cet historique-là. Mais ce pas des développeurs. Fait que c'est pas eux autres qui vont commencer à tout tester que ce qu'on parlait là, c'est pas dans leur code, puis ils vont y arriver, puis ça, c'est un des défis qu'on a, puis il faut les respecter là-dedans, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on va chercher des développeurs pour être capable de penser à toutes les fois que tu fais un playbook Ansible, est-ce que tu as codé tes tests qui vont avec? Juste une stratégie de test, mais au mieux des codes tests que tu vas pouvoir rouler. Puis quand que tu t'en vas pour faire ton pull request, à ce moment-là, le rêve, c'est que quand tu fais ton pull request ou avant de faire ton merge, que tu as un Jenkins qui part un paquet de tests et qui dit « Thumbs up, je merge pour toi, je remplace à partir de maintenant les humains. » C'est un merge de culture absolument fascinant. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Oui, mais tu évites les erreurs, tu ajoutes de la qualité de façon incroyable. Fait que... Cool. Je suis en train de regarder ta liste. Tower as code, everything as code, ouais. Mais ça, j'avais vu un talk là-dessus. Tower as code, ouais. On peut peut-être en parler si tu as envie. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur le Everything as Code. J'avais vu un truc, puis je vais le mettre en description du podcast là, pour ceux que ça intéresserait de voir ça. Ça date un petit peu, quelques années, je pense, mais je pense que ça reste quand même pertinent. Là. On entend, quand on parle du as Code, règle générale, corrige-moi si je me trompe, Mathieu, mais on parle de infrastructure as Code plus souvent qu'autrement. Ben oui, mais c'est d'être capable de, avec un automatisme, de reproduire un état pour un environnement particulier. Oui, c'est ça. Mais les gens, ils disent as code pour faire court, mais règle générale, on parle de infrastructure as code. Puis lui, son talk, ce gars-là, sa conférence, c'était sur
everything as code. Autrement dit, tu fais de l'opération, du middleware, tout ça, tu n'es pas un développeur. Autrement dit, tu n'es pas en train de faire une application, tu es en train de faire tout ce qui supporte la création de valeur, tout ce qui supporte la mise à l'exploitation, l'opérationnalisation des applications qui vont être faites. Ben, c'est une bonne idée de ne pas juste voir le as-code comme étant un topic propriétaire de l'infrastructure. Ça s'enligne puis ça se fait pour tout ce qu'on fait. Donc, de prendre ce mindset-là, ce concept-là, de vouloir automatiser, d'externaliser les configurations, tout ça, puis d'appliquer ça à tous les champs d'expertise qu'on a du côté opérationnel. C'est pour ça que je te parlais des configs applicatives. Moi, je veux vraiment faire la séparation entre ma job, c'est middleware, ta job, c'est l'application. Les configs applicatives, c'est à toi mes données, as code pour que le pipeline, que moi je m'occupe, c'est correct. Mais toi, tu mets tes vaches dedans là, si tu veux qu'il y ait des saucisses qui sortent au bout. Exact. Fait que, ouais. Puis, tout as code, ben justement, c'est ça. Comme on disait, ça permet de reproduire, d'identifier un environnement tel que tu le veux. Là. Fait que, mais tu sais, juste un aiguilleur de service, par exemple. Tu peux faire un aiguilleur as code aussi, tu veux, pour, ben, c'est infrastructure as code. À ce moment-là, tu le vois comme un infra, tu es capable de le remonter n'importe quand, comme il était, ou comme tu le souhaites. Moi, c'est à peu près ma dernière question autour de ça. Toi, tu fais justement, tu fonctionnes sur une infrastructure qui existe déjà, right? Tu n'as pas besoin de monter le réseau, parce que infrastructure as code, des fois, c'est même configurer tes switches, faire apparaître tes affaires, mais est-ce que c'est vous qui faites ça ou si c'est... C'est une grande entreprise, une grande institut. Fait que, ben, ça, c'est un bon point parce que ça, c'est dans mes prochains défis. Peut-être que on peut y arriver là, mais quand on crée des environnements, tu sais, tu as un principe de zéro trust. Ça veut dire que le serveur naît, puis il parle à personne. À moins que, as code, tu vas aller lui dire, mais parce que tu as choisi de mettre tel type d'instance WebLogic, tel type d'instance TC Server, tu dois parler à cette BD-là, à ce système externe, à telle console, etc. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder, mais ce n'est pas moi qui le fais. Moi, j'en profite. Mais je demande beaucoup, puis je te dirais que je tire beaucoup là-dessus pour le dire let's go, let's go, let's go. Je veux avoir. Je veux que ça soit. C'est quoi le terme? Je veux avoir un référentiel. Je veux savoir, là, sur ma machine que j'ai créée avec mon workflow, mon pipeline, c'est quoi les ouvertures que tu as fait? Je veux pouvoir aller le consulter. Je ne veux pas que ça soit dans un système de switch, de je ne sais pas quoi complexe, que juste parce que mon rôle, c'est architecte de télécom, j'ai le droit d'y avoir accès. Mets ça dans le Git. Mets ça as code. Mais ça, on va y arriver, là, je te dirais. Puis, je parlais de mes prochains défis, mais c'est tout au complet. Moi, là, je mets de quoi de A à Z en place. Puis, quand tu arrives à Z, justement, là, c'est que tu as tout ton céduleur pour céduler des jobs la nuit ou des trucs comme ça. Tout ça a offert un API pour que je puisse le consommer. Mais ça, c'est les prochains défis. C'est que tout le monde comprenne, tout le monde n'ait pas peur de perdre sa job parce qu'il y a un API qui va faire ce que toi, tu reçois dans un billet Jira ou dans une fiche de ITIL quelconque, admettons, avec, tu sais, non. C'est toujours la même affaire que tu fais. Il a pas commencer à me mettre un délai de 5 jours pour réaliser la demande. Au final, tu ne pas des affaires dans un système. Ben, c'est cool. Je pense que ça fait pas mal le tour. Tu as d'autres choses que tu aimerais aborder, Mathieu? Commence à être un peu tard en plus. Hein? On a une bonne jasette. Ah ben écoute, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. J'espère que c'est une première de plusieurs parce que c'est facile de parler avec toi. C'était bien intéressant. Fait que, Vraiment cool.